Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Voitier, qui est rédactrice en chef au Figaro Économie et amatrice du Japon. Alors c'est plutôt pour cette deuxième partie qu'on va t'accueillir. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors on a échangé un petit peu avant ce podcast. Je crois qu'il y a une passion Japon de ton côté qui transpire et on va te proposer de nous en parler. Peut-être aussi axer un petit peu sur le jeu vidéo japonais. Tout ça, c'est des thématiques que l'on va aborder dans cet épisode du podcast Interview pour Kampai. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, d'autant que je me suis servie de votre site à plusieurs reprises pour préparer des voyages au Japon. Donc voilà, je suis contente de participer au podcast. Bon, super, la boucle est bouclée. Alors, on va attaquer tout de suite. Tu es né en 1985, donc on est à peu près de la même génération. Ça va faire partie aussi de notre échange. Et très rapidement, tu as un intérêt qui se développe pour le jeu vidéo. Quand je dis très rapidement, c'est dès 5 ans, parce que tu avais une grande sœur qui avait la Master System, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ma grande sœur qui a eu la très bonne idée de demander une Master System pour son anniversaire, parce qu'elle est plus âgée que moi, donc elle avait 12 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert déjà le jeu vidéo tout court et du coup aussi le jeu vidéo japonais par ce biais-là. Donc oui, c'est une histoire qui a commencé par là, par rapport aux jeux vidéo, et puis après aussi côté, on va dire, plus pop culture. Donc comme tu disais, vu que je suis née dans les années 80, je suis de la génération Club Dorothée. Donc voilà, j'ai aussi, et avant ça, la 5. À cette époque-là, du coup, quand j'avais 5 ans, c'était surtout la 5 que je regardais. Et donc, voilà, ma préférée, à l'époque, c'était Creamy. Et c'était, les Magical Girls, évidemment, voilà, quand on est une petite fille, on trouve ça, on adore. Donc, voilà, j'ai aussi baigné dans les dessins animés japonais quand j'étais toute petite. Alors, on va revenir un tout petit peu avant de parler d'animé sur le jeu vidéo, parce que Anna, qui m'a aidé à préparer ce podcast, a noté 2 premiers jeux dans ta vie de gameuse, en fait. Très tôt, on a noté Hang On, donc un jeu de moto de Yu Suzuki, que l'on connaît pour avoir plus tard travaillé sur Outrun, dont on parle aussi actuellement dans le cadre de l'adaptation cinématographique, Virtua Fighter ou Shenmue, bien sûr. Et puis ton premier jeu à toi, j'ai envie de dire, qui a été offert par ta maman, si je ne m'abuse, c'est Dynamite Duke, qui est un TPS. Alors c'est un petit peu moins connu, le développeur c'est Seibu Kaihatsu, mais ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, c'est que ce sont 2 approches japonaises. Est-ce qu'à l'époque, alors, tu es très jeune, mais est-ce que tu t'en rends compte à l'époque ? Est-ce que tu sens que c'est un petit peu un univers différent, une ambiance différente ? Alors pas du tout, non. Sur mes tout premiers jeux, donc Hang-On, donc qui était dans la Master System, qui était intégré. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est que dès qu'on tapait dans un buisson, la moto explosait. Ça, forcément, ça m'avait beaucoup amusé. Et ensuite, Dynamite Ducks, nous, franchement, j'avais pas du tout senti à ce moment-là une influence japonaise particulière, même si on pourrait dire, oui, dans son design, le design des monstres, notamment des ennemis, on pourrait peut-être reconnaître une petite touche, mais c'est vrai que sur le moment, non, ça m'avait pas spécialement frappé. C'était devenu un peu plus tard. Bon, après, tu étais très jeune. Ouais. Comme tu l'as dit, génération Club Do, donc pas mal d'animés. Pareil, peut-être qu'on le découvre un petit peu sans le savoir, ça infuse dans nos têtes, mais pas mal de dessins animés comme ça qui nous font découvrir le Japon un petit peu sans le savoir. Et puis, d'autant qu'à l'époque, c'était la grande époque où on francisait à fond les dessins animés japonais. Et donc on nous disait que ça se passait en France. Je pense à l'exemple célèbre de Lucie Lamour et Rock'n'Roll, pardon. Voilà, on dit qu'elle travaille dans une crêperie et quand on regarde les plats un peu plus près, on dit mais c'est pas vraiment des crêpes. Et en fait, c'est des okonomiyaki, il me semble, qui font. Voilà, c'est censé se passer en France, mais on voit bien que c'est pas la France. Ils ont tous des prénoms français, alors que clairement ils ne le sont pas. Mais oui, c'est comme ça que ça commence un peu à infuser, voilà, toute cette représentation de la ville japonaise et du quotidien japonais. Par exemple, les onsen, la première fois de ma vie que j'ai vu des onsen, c'est dans Ranma 1,5. Et on nous explique absolument pas ce que c'est. On voit juste genre, c'est génial, ils se baignent dans une piscine très chaude. Voilà, mais on sait pas plus à ce moment-là, mais ça paraît chouette. Et c'est pour ça, des années plus tard, beaucoup plus tard, quand on le fait pour la première fois, on se dit c'était donc ça pendant tout ce temps dans Ranma 1,5.
Ouais, ça paraît évident quand on est japonais Mm. ou quand on connaît la Oui. culture japonaise, mais effectivement, quand on est un jeune enfant occidental, il n'y a aucun point un lien Aucun point de pour. repère, ouais. C'est ça. Mais on comprend, enfin, moi, je sais que ça m'a enfin, ça m'a pas choqué, ça me paraissait genre, OK, bon, ils font ça. Et c'est beaucoup plus tard, ouais, quand on grandit, qu'on comprend, genre, ah, mais en fait, dans ce pays, ça se passe comme ça. Ouais. Bon, je vais enchaîner rapidement parce Oui. qu'on était à deux doigts de relancer le débat qu'on a au bureau, nous, sur comment on traduit okonomiyaki entre pancake, crêpe, omelette. Donc, je vais faire très rapide parce que je sens qu'à la réécoute, ça va relancer le débat en interne chez nous. Donc, là, pendant ton enfance primaire, collège, tu as beaucoup d'amis qui, comme toi, jouent aussi aux consoles, donc notamment Super Nintendo, Game Boy. Mais ce qui est notable, c'est que tu indiques que les filles n'osent pas dire qu'elles jouent aux jeux vidéo Mm. à l'époque, quelque chose qui nous paraît aujourd'hui complètement fou. Comment tu le vivais à l'époque d'être une fille gameuse, ce qui était quelque chose d'étonnant, j'ai envie de dire à l'époque? Alors, en fait, les filles, on jouait, on le disait clairement quand on était en primaire. Ça, il y avait aucun souci. En tout cas, donc je situe, on est dans les années 90. Aucun problème. Généralement, bon, certaines, on a nos consoles, d'autres, c'est parce que c'est la console du petit frère ou du grand frère. Et donc, moi, j'ai des souvenirs d'aller jouer chez des copines et de dire, tiens, on va se faire une partie de Street Fighter 2. Voilà, donc ça, on avait 9-10 ans. Et par contre, à partir du collège, où là, bon, le collège est une période terrible de la vie, et où tout devient très normatif, il faut faire ça ou il faut faire ça, et si tu fais le truc inverse, ça va pas du tout. Bon, bah là, à cette époque-là, donc là, on est fin des années 90, une fille joue aux jeux vidéo, c'est bizarre. Non, le jeu vidéo, c'est un truc de garçon. Parce que voilà, matraquage publicitaire, représentation, qui font que normalement normalement, selon le marketing, c'est pour les garçons, les jeux vidéo, alors que les filles ont fait des choses plus intéressantes comme aller faire du shopping, par exemple. Voilà, donc moi à ce moment-là, quand j'ai commencé à dire que moi je continuais à jouer aux jeux vidéo, je voyais auprès de mes congénères féminines une incompréhension, voire un rejet, voire genre mais en fait c'est un truc de bébé en fait ce que tu es en train de faire. Voilà, maintenant on est un peu plus évolué que ça. Nous les filles, on va plutôt s'intéresser à la musique, au concert, au maquillage, à sortir avec des garçons. Mais par contre, le jeu vidéo, bah ça c'est le truc de ces bébés de garçons justement qui sont encore sous-évolués par rapport à nous. Donc ça c'est un peu voilà la mentalité de l'époque, qui heureusement ça a bougé aujourd'hui. Mais qui faisait que du coup j'en parlais pas. En tout cas j'en parlais pas pendant quelques années au collège, et après j'ai fini par trouver, donc ça c'est vers la fin du collège, 4e, 3e, où là ça y est, là j'ai fini par retrouver des filles avec qui on parlait, qui étaient aussi gameuses, soit parce que elles l'étaient déjà, soit parce que je les ai converties. Voilà, j'en ai converti quelques-unes, parce que il se trouve à la maison les PlayStation de leur grand frère ou de leur petit frère. Et donc, je leur dis, ce jeu-là, tu devrais essayer, notamment Final Fantasy. Donc, ça, ouais, j'ai converti pas mal de personnes autour de moi. Et aussi, comme on va dire, les relations garçon-fille commencent à redevenir un peu plus fluides à partir de la 4e, à peu près. Pareil, j'en parlais avec des garçons de ma classe. Je me souviens de la sortie de Final Fantasy VIII, avait alimenté beaucoup de conversations, voilà, dans ma classe de 4e. Alors Final Fantasy, on va en reparler, c'est assez fondateur, notamment FF7 dans ton parcours. À partir du collège, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur est-ce qu'on sait que c'est d'origine japonaise ou pas. Quand on arrive au collège, on commence à mieux se rendre compte de l'origine des œuvres artistiques, quelles qu'elles soient. Est-ce que... Alors tu parlais du jeu vidéo presque comme un refuge, notamment en début de collège, vis-à-vis des soucis qu'on a à l'adolescence, qui sont assez classiques. Est-ce qu'à ce moment-là, on considère que c'est une évasion vers le jeu vidéo en tant que tel, ou peut-être une évasion un peu plus lointaine? Tu commences à découvrir que c'est quelque chose de japonais. Peut-être justement tu commences à découvrir tous ces concepts-là, les onsen, la nourriture japonaise et ainsi de suite. Est-ce que... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se réfugient un peu vers, je vais pas dire la terre promise, mais l'herbe est plus verte ailleurs. Est-ce que déjà, à cette époque, justement, on va parler d'FF7 juste après, mais à cette époque des RPG, un petit peu plus de culture japonaise qui nous arrive, moins transformée par le prisme de l'adaptation française, de la localisation, est-ce qu'on est déjà vers une évasion vers le Japon, ou simplement dans l'univers du jeu vidéo?
À ce moment-là, je crois que ça n'avait pas encore cliqué dans ma tête, enfin là, sur le fait que derrière, c'est le Japon. C'est plus, voilà, c'est des productions culturelles qui m'intéressent, d'autant que pour toujours resituer à l'époque, c'est vrai qu'on était beaucoup plus exposés aux jeux vidéo japonais. Et par rapport à, par exemple, les dessins animés, donc on est à la période où le Club Dorothée s'est terminé. Il y a une sorte de contre-réaction qui font que les dessins animés qui passent à la télé française, hormis Pokémon, qui est un énorme succès à ce moment-là, redeviennent davantage européens. Voilà, on ferme un peu les vannes du dessin animé japonais. Et on n'a pas encore, enfin le manga est arrivé, mais c'est vraiment minuscule à ce moment-là. C'est vraiment juste quelques œuvres. Et c'est plutôt les personnes à l'époque qui sont plus âgées que moi qui commencent à lire du manga, parce que ça reste encore un truc, voilà, pas du tout mainstream comme aujourd'hui. Ça reste un peu niche. Donc non, en fait, sur le moment-là, je fais pas encore le rapport avec le Japon, mais c'est aussi la période de collège. C'est là où je commence à lire de la presse jeux vidéo, et c'est là du coup que je vois apparaître les pages spéciales Japon, où dedans on parle de jeux qui ne sortiront jamais chez nous, parce qu'à l'époque, pareil, en fait, c'est très très segmenté. C'est pas comme aujourd'hui où un jeu sort, il sort dans le monde entier. À cette époque-là, vous avez encore beaucoup de jeux qui resteront au Japon, ne sortiront jamais des frontières japonaises, ou iront aux États-Unis, mais pas en Europe. Donc, dans toutes ces pages-là, donc tous ces magazines avaient des correspondants au Japon, des Français qui étaient installés là-bas et qui faisaient la chronique des derniers jeux qui sortent dans les salles d'arcade, des derniers jeux qui sortent sur PlayStation, qui sont un peu bizarres et dont on sait que a priori ils sortiront jamais chez nous. Donc voilà, c'était une sorte de première porte sur ah tiens, il y a une autre culture du jeu vidéo là-bas. Il y a des jeux qui ont l'air très très rigolos, mais sur lesquels on mettra pas la main dessus. Et heureusement, tout ça a bien changé depuis. Donc en cinquième, on va arriver au gros morceau du jeu vidéo de ton adolescence, c'est FF7, donc 1997. Ouais. Évidemment, pour toute notre génération, c'est le premier gros JRPG qui ouvre sur pas mal de possibles. Donc ça devient ton jeu phare. Pour le coup, là, on est en plein dans le Japon, même si on a un univers, on a vraiment toutes ces touches japonaises qui infusent, et puis aussi dans la partie gameplay. Pourquoi c'est à ce point à l'époque? Je suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui se rendent compte peut-être de là où on était, mais pourquoi c'est un aussi grand cataclysme et une aussi grosse découverte pour nous autres joueurs de l'époque? Sur quoi il ouvre? Comment il le fait? Et puis par extension, la question est un peu longue, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu penses des épisodes remake qui sortent actuellement? On en a 2 sur 3. Ouais. Donc là, c'est gros morceau. Gros morceau. Alors, le cataclysme que ça a été, surtout pour les joueurs européens, il était sur plusieurs niveaux. Le premier, c'était déjà visuellement, alors ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'était une claque graphique énorme. FF7, notamment avec l'utilisation des cinématiques, donc des images de synthèse. Donc pareil, je remets dans le contexte de l'époque, on est à l'époque de Toy Story. Donc c'est-à-dire que ça y est, c'est un truc tout à fait nouveau de se dire on peut utiliser les ordinateurs pour faire du dessin animé, pour faire de l'image animée. C'est quelque chose de très neuf à cette époque-là. Et donc ça arrive en masse dans le jeu vidéo grâce au support CD. Donc déjà, on a un peu cette révolution de la manière dont on va raconter des histoires, parce que on a ce support de l'image 3D pour faire progresser les scénarios. Donc on nous en met déjà plein la vue avec ça. Et je me souviens, c'était un argument de vente pour FF7, c'était marqué sur la boîte. Je sais plus combien d'heures d'images 3D, d'images de scènes cinématiques 3D inclus dans le jeu. Donc c'était genre, on vous vend un film. Donc ça, c'était le premier pan. Le deuxième pan, c'est que, alors moi, j'ai pas du tout de culture PC, donc je n'ai jamais joué aux jeux de rôle américains ou européens. Donc moi aussi, je découvrais quelque chose de nouveau, donc qui est le jeu de rôle tout court. Et je me faisais pas non plus de partie de Donjons et Dragons. Donc je découvre aussi tout ce pan culturel qu'est le jeu de rôle grâce à Final Fantasy, même si évidemment c'est très différent du jeu de rôle plateau, c'est très différent du jeu de rôle américain. Mais voilà, je découvre ce nouveau genre de jeu qui va me passionner, parce que beaucoup plus riche que ce que j'avais l'habitude de jouer jusqu'à présent. En fait, moi, j'étais du coup
très enfant des années 90. Donc, à quoi on jouait? On jouait aux jeux de plateforme. On jouait à Mario, on jouait à Donkey Kong, on jouait après à des beat'em all. Bref, plus à du jeu, on va dire, d'arcade. Plaisir simple, commande simple, progression. Alors que le RPG est pensé, c'est une grande aventure épique sur lequel, voilà, on va utiliser de la magie, on va utiliser des armes. Il faut abattre une énorme menace en faisant plein de missions, etc. Donc, c'est un genre de jeu auquel je ne m'étais jamais frottée. Donc, déjà, ça, c'est la deuxième révolution. On découvre tout un pan, en tout cas, genre, ce type de jeu existe. Parce que Final Fantasy VII, c'est le premier Final Fantasy à être sorti en Europe. Les autres, non. Autant aux États-Unis, ils les ont eu très tôt, autant nous, c'est la première fois qu'on est frotté à ce type de jeu. Donc ouais, c'est un tournant dans ma vie de joueuse. Après, je suis très jeune à ce moment-là, j'ai 12 ans quand le jeu sort, mais après, dans les années qui suivront, les quelques autres RPG qui sortiront, j'essaierai de les acheter pour y jouer, pour me forger un peu une culture. Alors tous ceux qui resteront aux États-Unis, je ne les prendrai pas parce que je ne faisais pas d'import. Mais voilà, et du coup, et pour répondre à ta deuxième question sur les remakes remasters, j'étais tellement heureuse quand ils les ont annoncés. Mon Dieu, je les ai attendus pendant tellement d'années. Et je fais partie des gens qui sont quand même satisfaits, notamment de Rebirth, donc qui est le deuxième épisode, la deuxième partie de Final Fantasy VII qui a été remasterisée et qui est sortie l'année dernière. Mon Dieu, j'ai tellement aimé le jeu. Je l'ai fait en 2 ou 3 semaines. J'étais vraiment contente parce que je trouvais que plus que le premier, que remake, il retrouvait très bien l'esprit de ce jeu, de l'ambiance qu'il avait, du rapport entre les personnages. Enfin, vraiment, c'était vraiment fait un jeu pour les fans. Donc, c'est du fan service comme j'aimais. Donc, moi, franchement, je suis contente et du coup, je suis curieuse de voir la route qu'ils vont prendre pour le 3e volet. Donc, tout ça est très long, comme voilà pour ce remaster qui est allé sur des années et des années. Mais en tout cas, je suis partie des gens qui sont très contents. Donc, la fin des années 90, c'est aussi, tu l'as un petit peu dit, l'époque phare des magazines de jeux vidéo. Ouais. Donc pareil, on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui si on ne l'a pas vécu à l'époque, mais c'était des tirages de dizaines de milliers d'exemplaires, voire plus. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a même des livres, je pense à Press Start, etc., qui parlent de cette époque-là. Toi, tu étais une lectrice de magazines de jeux vidéo à cette époque, comme beaucoup de joueurs que l'on était gamins. Est-ce que, alors, le niveau qualitatif, toi aujourd'hui tu es journaliste, à l'époque n'était pas forcément celui qu'on peut avoir aujourd'hui. On parlera rapidement de Gamekult aussi après, mais est-ce que c'est quelque chose qui était de nature à susciter peut-être un intérêt pour toi vers le journalisme, vers le fait d'écrire pour le jeu vidéo ou de manière plus large? On était consommateur, mais est-ce que ça a suscité chez toi peut-être une première vocation quelque part? Alors c'est sûr que j'adorais lire ces magazines, et en fait c'était des magazines qui en fait c'est un peu comme les influenceurs aujourd'hui. En fait c'était des magazines qui jouaient beaucoup sur la connivence avec le lecteur. Donc moi je lisais Joypad notamment, Joypad et PlayStation Magazine. En fait c'était les mêmes personnes qui les écrivaient. Et en fait, il y a beaucoup de connivence avec le lecteur. C'était pareil pour Console Plus, avec des petites blagues qui revenaient tout le temps, des références, on apprenait un peu des choses sur les gens de la rédaction au fur et à mesure. Donc, ce qui faisait que quand on le lisait, on a l'impression de lire des copains. Des copains qui nous racontent qu'eux ont la chance d'avoir tous ces jeux vidéo et de nous raconter si c'est bien, si c'est pas bien, avec humour. Pas toujours très bien écrit, c'est vrai. Mais voilà, c'était un peu et je pense qu'aujourd'hui on retrouve ça avec les streamers ou avec les youtubeurs, qui ont aussi ce côté un peu copain avec leur public. Et donc moi sur le coup, ça m'a pas forcément donné envie d'écrire spécifiquement sur le jeu vidéo, même si ça on y reviendra peut-être après. J'avais fait un stage dans la presse jeux vidéo. En fait, j'ai fait deux passages dans la presse jeux vidéo. Donc là, j'accélère dans le temps. Hein. Là, j'ai une petite vingtaine d'années. En fait, j'ai fait un petit CDD d'été
inintéressant au possible, mais dans le groupe qui à l'époque accueillait Joypad, Joystick, Nintendo Magazine, etc. Donc moi je faisais vraiment un boulot qui n'avait aucun intérêt, mais j'étais en plein milieu de ces rédactions. Et donc c'était génial en fait de pouvoir voir comment est-ce qu'ils bossaient au jour le jour, parler avec des gens dont j'avais lu les papiers, même si les équipes avaient beaucoup changé entre temps. Là on est au milieu des années 2000. Et j'avais pu notamment, j'avais quand même écrit un petit peu pour eux, j'avais fait des traductions pour Joypad. À l'époque sortait un supplément en français d'articles de Edge, donc Edge, grand magazine britannique sur le jeu vidéo, et donc j'avais aidé à faire des traductions parce que c'était vraiment genre ah ouais attends, t'as été en Erasmus au Royaume-Uni, ah bah du coup tu parles bien anglais, ah bah tu veux pas nous traduire quelques trucs, quelques pages pour le prochain supplément. Bon, ok, c'est toujours mieux que ce que je fais. Enfin, mon autre tâche qui était de remplir des bases de données. Donc ça, c'était un petit job d'été. Et l'année précédente, là, par contre, j'avais fait un stage dans un site de jeux vidéo qui s'appelait Tom's Games, qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, c'était génial parce que pendant 3 mois, j'ai fait de la news, du test. On a été en Allemagne couvrir le salon, donc l'ancêtre de la Gamescom. Enfin, vraiment, ça a été 3 mois où j'ai vraiment fait joue à être une journaliste jeux vidéo pendant 3 mois. Mais après aussi, ça m'a convaincue de ne surtout pas rentrer dans cette presse. Mais d'être journaliste, oui, mais dans le jeu vidéo, vraiment être spécialisé jeux vidéo dans des publications consumer, donc vraiment faire de la news, de la solus, du test, etc. Non, ça c'est pas du tout pour moi. Mais c'était vraiment des super expériences. Ouais, a fortiori parce que on est sur cette bascule, tu parlais des années 2000, sur cette bascule du papier à Internet. Internet prend un petit peu le pas sur le magazine. Complètement. Et puis avec, à l'occasion des concentrations, des rachats, etc., en fait, le magazine périclite et tout se transfère un petit peu sur Internet. Alors, tu fais 7 ans d'études, 1 an de prépa littéraire Hippocagne à Reims, 4 ans de Sciences Po à Lille et 2 ans d'école de journalisme, toujours à Lille, l'ESJ. C'est la période, donc dans le cadre de cette transition papier-internet, c'est aussi la période de l'émergence et l'explosion des forums internet, avant l'arrivée des réseaux sociaux, sur lesquels je me suis laissé dire que tu rencontres pas mal d'autres passionnés de jeux vidéo, pour certains qui sont encore des proches. Toujours, ouais. Non, c'était la grande époque du forum. Enfin, c'est la grande époque du forum sur Internet. Une époque bénie qu'on retrouve un petit peu maintenant avec Reddit, je trouve. Mais non, puis surtout, moi, j'allais pas sur les gros forums. En fait, moi, j'étais sur un forum mais hyper niche. Je crois que sur la fin, on était 10 dessus, qui s'appelait Final Fantasy Forum. Voilà, donc le programme est donné dès le départ. Donc voilà, c'était un site. Et c'est marrant, c'était dans Joypad. Que j'avais découvert ce site parce que à l'époque, donc on est toujours au début des années 2000, il y avait une page en Joypad où un des rédacteurs donnait un peu des listes de liens pour dire ce site est sympa, ce blog est sympa. Enfin non, on parlait pas de blog à l'époque. Ce site perso est sympa. Et donc, ça paraît complètement fou aujourd'hui de se dire ça. Dans un magazine papier, il y avait des sélections de sites sur lesquels aller parce qu'ils étaient rigolos ou intéressants. Et donc, il y avait Final Fantasy Forum, un petit forum de passionnés de la licence de Final Fantasy. Donc, du coup, je vois ça. Je finis par avoir Internet à la maison. Et donc, premier truc que je fais, c'est m'inscrire sur ce forum qui parle de la série de jeux vidéo que j'adore. Donc, voilà, on n'est vraiment pas nombreux. Hein. Ouais, je crois qu'on était au pic, je crois qu'on était peut-être 20. Mais du coup, les gens qui étaient dessus, on est devenus, la plupart, certains, on est devenus amis. Il y en a une notamment qui est devenue ma meilleure amie, qui était témoin de mon mariage. Donc, pour dire à quel point, on est toujours, on se fréquente toujours 20 ans plus tard. Et non, mais c'était très bon souvenir de discussions. On faisait des pavés comme ça évidemment, on parlait de Final Fantasy, mais on parlait aussi d'autres jeux japonais. On parlait d'animation japonaise. On parlait aussi de trucs de vie courante. On faisait des discussions sur MSN à côté. Voilà, donc ça c'était une très bonne période parce que ça m'a permis aussi de découvrir, parce que c'était des gens qui étaient très très passionnés par d'autres styles de jeux japonais, notamment jeux de rôle. Donc c'est par ce biais que je découvre notamment Persona, les Shin Megami Tensei. Voilà, c'est par ce biais-là
que je les rencontre. Et d'ailleurs, une des personnes qui était sur ce forum aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu plus connue parce que donc elle s'appelle, son pseudo c'est Moroliane, et donc elle fait beaucoup de livres chez Third Edition. Et il se trouve que c'était un pilier de Final Fantasy Forum, et donc c'est grâce à elle que j'ai découvert du coup tous les jeux Atlus. D'autres personnes étaient passionnées d'animation japonaise, donc c'est grâce à eux parce qu'aussi on s'envoyait notamment des fichiers, des CD gravés pirates d'animation. Donc c'est comme ça que j'ai pu voir. Je me souviens qu'un membre du forum m'avait envoyé l'intégrale de Full Metal Alchemist sur je ne sais pas combien de CD. Il me les avait envoyés chez moi, et comme ça j'ai pu me faire ça un été, l'intégralité de FMA. Et d'autres séries d'animation japonaises, parce que les gens du forum disaient genre c'est super, tu télécharges ça de manière illégale. Désolée, à l'époque on n'avait pas d'autre choix. Et ouais, tu te forgeais une culture alors que j'avais pas. C'est par ces gens-là que j'ai découvert tout ça. C'est à peu près à cette époque que tu rencontres celui qui deviendra ton époux. Pourquoi je fais quelques années plus tard. Ouais. Pourquoi je fais une petite parenthèse là-dessus? Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans le cadre de notre épisode, mais c'est parce que il a travaillé pendant 10 ans chez Gamekult, qui lui est un site de référence pour le coup. Alors l'équipe a changé avec l'épisode qu'on a connu il y a quelques années, mais pourquoi je fais cette petite référence? C'est parce que nos éditeurs de Campai ont écouté Saint-Jarod, Steve, donc qui bosse toujours d'ailleurs chez Gamekult, qui était, pour la petite anecdote, un des 2 copains avec lesquels je suis parti au Japon pour la première fois en 2003. Donc comme quoi, tout est lié, le monde est lié. Petit, c'est ça. Revenons à toi, Chloé. En 2010, donc tu as 25 ans, tu finis tes études, tu t'installes à Paris. Oui. Tu travailles au Monde pendant quelques mois, 1 an je crois, et depuis 2011, tu es au Figaro. Oui. Depuis 2020, tu écris pour la rubrique technologie, donc c'est jeux vidéo plutôt côté business, économie, les grands groupes de tech, les GAFAM, etc., réseaux sociaux, régulation tech. Ça, c'est ton travail au quotidien. Tu as gravi les échelons jusqu'à devenir rédactrice en chef de cette rubrique. Et tu es également podcasteuse, donc ce qui nous intéresse également, bien sûr. D'abord au FIG, directement dans Question Tech. C'est toi qui es la plume et la voix du podcast du Figaro, donc qui traite d'IA, de réseau, de problématiques de vie quotidienne liées à la tech. Et puis de Quête Latérale, on en parlait en préparant un petit peu ce podcast, tu es chroniqueuse dans l'équipe, tu fais partie de l'équipe des quelques-uns qui constituent Quête Latérale, un podcast que je recommande à tous nos auditeurs et auditrices qui s'intéressent aux jeux vidéo et à la tech. J'étais très triste de ne pas avoir d'épisode pendant 1 an, mais tu m'expliquais que ça y est, vous étiez relancé, que c'était reparti. Qu'est-ce qui te plaît dans le format podcast? Alors la question elle est pas innocente parce qu'aujourd'hui tu participes à un podcast, mais en quoi, on parlait de magazine, on parlait de site internet, aujourd'hui on parle de podcast, en quoi c'est intéressant de communiquer par la voix sur ces sujets-là aujourd'hui? En fait, le podcast, j'ai même commencé avant, mais alors de manière totalement amateur, via Radio Kawa, qui était un réseau de podcasts, mais alors vraiment 100% amateur, sur principalement le jeu vidéo. Après, je me souviens qu'on faisait il y avait une autre émission sur la télé, et en gros, il y avait plein d'émissions différentes. Il y en avait une autre sur la culture internet. Et là, en fait, c'est via un ami que j'ai rencontré à Lille qui m'a fait rentrer dans ce réseau-là. À la base, j'étais juste invitée pour une émission qui s'appelait Que le grand geek me croque, ça me revient, où j'étais juste, j'avais été invitée une fois et puis ça s'était bien passé. Donc il m'a dit tu devrais être chroniqueuse régulière. Je lui ai dit ok. Et puis après, on s'était dit pourquoi pas faire une émission carrément. Moi et mon compère Alvin Adaden, on avait lancé une émission que j'adore, que je regrette tellement d'avoir arrêté, qui s'appelait Boudoir Gambetta. Et Boudoir Gambetta, donc c'était une émission d'interview où on allait on recevait chez nous, donc au début chez Alvin et ensuite c'était chez moi, des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Pour parler pendant 1 heure, un peu comme on fait en ce moment, pour retracer leur parcours dans l'industrie, dans une discussion détendue. On voulait une ambiance un peu tamisée, jazzy, etc.
Et on a fait une quinzaine ou une vingtaine d'épisodes. C'était, ça durait 2 ans à peu près, c'était génial. On a dû arrêter parce que on n'avait plus le temps respectivement, Elvin et moi, avec nos responsabilités professionnelles, de faire ça de manière bien. Et puis après, on était aussi limité par le fait que les gens, en fait, on les recevait à Paris, enfin chez nous. Donc déjà, il fallait des gens qui soient en région parisienne. Donc ce qui limite quand même un peu le pool, surtout dans le jeu vidéo. Alors oui, il y a beaucoup de gens à Paris, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont en région dans le jeu vidéo français. Donc forcément, voilà, on n'avait pas encore, c'était pas terrible de faire des enregistrements par Internet comme on le fait aujourd'hui. Donc voilà, ça limitait un petit peu le nombre de personnes, mais on a eu quand même je me souviens qu'on a eu Kayane, on a eu Romain de Vaubert, donc à la tête d'Amplitude. On a eu Christophe Herral, donc qui avait fait la musique de Rayman Legend. C'était un super épisode parce qu'il arrivait en bas de chez moi, il y a un caviste. Il est arrivé chez moi, il avait des bouteilles et dit bon bah hop. Et donc on a fait ce premier, le seul même, on a fait en buvant du vin. Sinon le reste ont été calots, mais donc ce qui fait un épisode très rigolo. Non, on avait eu vraiment des beaux noms pour ce podcast. Et en fait, moi, ce que j'aime toujours dans ce support, c'est je déteste faire de la télé. Je n'aime parce que ça, j'en fais dans le cadre un peu de mon travail au Figaro, donc que ce soit au sein du Figaro et des fois je peux être amenée à participer à des émissions à la télévision. Et c'est vraiment un format que j'aime pas parce que en fait, on est obligé d'être hyper timé. En gros, faut répondre en une phrase maximum et avec plein de punchlines, etc. Alors qu'au moins l'audio, le format podcast, te permet justement d'être posé. Toi, là, par exemple, la longue réponse que je te fais en télé, c'est impossible. Tu m'aurais déjà coupé 1000 fois pour me relancer. Et ça, voilà, moi, je sais que j'aime pas trop l'exercice de la télévision. Alors celle de l'audio, de la voix. Voilà, je trouve qu'au moins on a le temps de parler, de s'expliquer, de laisser les gens dérouler le fil de leurs pensées. Et je trouve que souvent ça donne des réponses plus intéressantes. Je suis bien d'accord. On va parler du Japon Oui. un peu plus précisément maintenant. Avant de parler voyage, qui est aussi le cœur de Campai, on va parler un petit peu de culture populaire plus largement, Ouais. jeux vidéo et un peu plus large. Mais juste avant ça, je vais te poser une question très difficile et sur laquelle, sans faire de télé, je vais te demander d'être assez synthétique si possible. Quand et d'où vient ton intérêt pour le Japon ? On a essayé de le trouver pendant cette petite bio qu'on a faite. Est-ce que tu peux nous citer à quel moment tu t'aperçois vraiment que c'est le Japon et que ton intérêt démarre en fait pour ce pays ? C'est super dur d'y répondre. Je crois que je vais avoir du mal à le dater, mais je dirais peut-être quand j'étais étudiante, parce que là tous les points s'étaient connectés. Et surtout, en fait, je voyais, à l'époque, il y avait quand même pas tant de personnes que ça qui allaient au voyage au Japon. Et je me souviens que pour ceux qui y allaient, en tout cas, les récits que j'en lisais, pour moi, ça me paraissait être un pays hyper long, hyper loin, et donc hyper cher, et donc absolument inenvisageable d'y aller. Parce que, en plus, moi, à l'époque, je voyageais pas beaucoup. Donc, ça a bien changé aussi. Mais voilà, déjà, sortir de France, ça me paraissait être toute une aventure. Alors, aller carrément à l'autre bout du monde, ça me paraissait impensable. Donc ouais, je dirais que c'est à la fin de mes années étudiantes où j'ai commencé à m'y intéresser plus, mais en me disant, de toute façon, tu t'iras jamais. Et ce qui a changé, c'est quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Au bout d'1 an de relation, il m'a dit, on y va. Je lui ai dit, mais comment ça, on y va? Je dis, si, on y va. Et donc, là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le bout c'était pas une montagne infranchissable d'aller au Japon, que à l'époque, les billets n'étaient pas aussi chers qu'aujourd'hui. Je me souviens, la première fois qu'on y allait, on avait payé quelque chose comme 750 € l'aller-retour sur Air France en direct. Voilà, donc des prix qui aujourd'hui nous feraient rêver. Et que voilà, puis en plus lui il y avait déjà été une première fois, donc ça me rassure aussi d'y aller avec quelqu'un qui avait déjà une première expérience du pays et qui me disait mais t'inquiète, c'est facile.
On va parler du voyage juste après. Mm. Avant ça, j'ai 2-3 petites questions sur la Ouais. pop culture. Est-ce que tu pourrais nous donner ton top 5 all-time jeux vidéo japonais? Ah, Alors, c'est précis et en plus, tu es prise à froid, donc je suis je désolé, suis ça prise va à peut-être froid. pas être Ok. ça. Ouais. Suikoden 2. Mon RPG favori. Final Fantasy 7. Évidemment. Zelda Breath of the Wild. Chef-d'œuvre. Et les deux autres. Je vais essayer de faire un truc assez large. Parce qu'après, bon, moi, je vais mettre les jeux auxquels j'ai joué, parce que sinon, je dirais Elden Ring, Nier, voilà, comme des évidences. Si, je vais mettre Persona pour toute son œuvre, Persona 4 et 5, surtout 5, Persona 5. Et un dernier, je sens que je vais regretter ma réponse. Je vais dire une réponse bête. Théâtrisme. Ok. Non, parce qu'en si, voilà, c'est dans la diversité du jeu vidéo japonais. Voilà, c'est le jeu de rythme, le jeu musical. Ça va aussi. Ça, moi, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc, je vais Ouais, et citer puis Théâtrisme, même s'il y en a plein d'autres. avec 3 JRPG, un jeu d'aventure, donc quand même 4 jeux Ouais. d'aventure, on va dire. On en a un qui représente l'école du gameplay dont tu parlais tout à l'heure, donc c'est pas plus mal peut-être. Ouais. L'arcade à la maison. L'arcade, ouais. Le jeu vidéo japonais a connu pas mal de hauts et de bas. Il était hégémonique quand on était enfant dans les années 80-90. Il y a eu une grosse montée en puissance du jeu vidéo occidental depuis les années 2000. Il y a même eu un gros trou d'air pour le jeu vidéo japonais. Ouais, qui était terrible. À l'époque de la Xbox 360, avec les déboires du début de la PS3 qu'on connaît. Aujourd'hui, comment c'est pareil, c'est une question extrêmement vaste, mais comment tu jugerais l'équilibre entre le jeu vidéo japonais qui a repris énormément de force ces dernières années et le jeu vidéo occidental? Bon, je vais faire ça court parce que je vois que l'heure file, mais moi, je suis très très contente que ça y est, là, depuis quasiment 10 ans. Même il y en a qui le datent à partir de Nier, justement, donc ça fait un petit peu moins de 10 ans que voilà, ça y est, le jeu vidéo japonais a enfin retrouvé son chemin. Parce que la période donc PlayStation 3, Xbox 360, c'est celle où la transition était très dure et beaucoup de studios se sont dit en fait il faut qu'on fasse pareil que les occidentaux, et sauf qu'en fait ça fonctionnait pas. Et là je veux dire un peu la sainte trilogie, enfin entre Nier, Dark Souls, etc. C'est le moment où ça y est, le jeu vidéo japonais retrouve sa voix et retrouve sa patte. Et donc j'en suis très très heureuse parce que ça apporte une diversité qui est, c'est hyper important en fait. Et ne pas avoir que les productions occidentales aussi. Moi, il y en a auxquelles je joue avec grand plaisir. Donc là, ces dernières années, sur les 10 dernières années, bon, je vais citer, c'est des usual suspects, mais Skyrim, j'ai adoré. Red Dead Redemption 1 et 2, pour moi, c'est dans le sommet des jeux auxquels j'ai pu jouer. En européen, Baldur's Gate 3 récemment. Voilà, c'est des excellents jeux, mais je suis contente que derrière ce soit aussi contrebalancé par une proposition japonaise différente et mais qui nous sert des jeux mais excellents ces dernières années. Donc merci le jeu vidéo japonais d'être revenu en force. Juste avant de parler de voyage, est-ce que tu as un intérêt pour le reste de la culture populaire japonaise? Tu parlais rapidement de manga tout à l'heure, animé, musique, cinéma peut-être? Alors, tout ce qui est vraiment pop culture japonaise, j'avoue que contrairement à d'autres de mes amis, c'est quand même très superficiel. Bon, l'animation, j'en ai regardé pas mal à une époque. Bon, j'ai totalement arrêté. Les séries d'animation, parce qu'après, bon, ce qui passe au cinéma, ça oui, ça j'y vais, mais sinon, les séries, j'ai totalement arrêté. Même si après ce que je peux regarder, c'est plus des choses assez anciennes. Là, par exemple, il y a 2-3 ans, j'avais regardé sur Netflix les films Gundam, parce que j'avais tellement d'amis qui m'en parlaient, et que là les 3 films d'animation étaient présents. J'ai regardé ça en 3 soirées, j'ai adoré. Après manga, j'en ai lu aussi quelques-uns, mais franchement ce serait complètement faux de ma part de dire que je suis une passionnée de manga. Et les films japonais, oui, il y en a certains que je vais voir au ciné. Mais je suis pas non plus une fondue de culture pop japonaise.
Tu es parti 5 fois au Japon. Premier voyage en 2012, puis 2014, 2015. Une petite coupure qui s'est transformée en grosse coupure aussi à cause du Covid. Et enfin, 2 voyages l'année dernière en 2024. 5 voyages perso. Qu'est-ce que tu as visité comme région ces 5 fois au Japon? Alors, donc au total, j'ai fait Tokyo et sa région, le classique Osaka et Kyoto, mais aussi je suis allée à Hiroshima, Nagasaki, et en fait j'ai fait un gros tour de Kyushu l'année dernière. Donc je suis pas retournée à Nagasaki parce que je l'avais fait une première fois en 2015, mais on est allé à Fukuoka, Kagoshima, à Miyazaki et à Beppu. Donc on a fait un gros tour en train et avec, une fois qu'on était chacun dans ses camps de base, on rayonnait. Ensuite on restait à peu près 3 jours par ville et donc on rayonnait un petit peu autour, toujours en train. Donc Kyushu en train, c'est possible. On parlait rapidement d'animé, de cinéma. Ça fait quoi la première fois qu'on atterrit au Japon? Alors toi en plus c'était un peu particulier, c'était à Osaka en particulier. Ouais. C'est de plus en plus le cas maintenant, mais généralement on atterrit par Tokyo, par la capitale. Malgré tout, c'est quoi le ressenti quand on atterrit au Japon pour la première fois? Déjà on est émerveillé. Surtout moi, donc le souvenir fort que j'ai, c'est donc nous notre premier logement était à Kyoto, donc faut prendre le train de l'aéroport d'Osaka jusqu'à Kyoto. Vous avez un train et en fait moi c'était de traverser les villes et les banlieues et de voir en fait les maisons et les immeubles japonais, et en me disant genre mais en fait j'ai vu ça tout le temps partout quand je regardais mes dessins animés. Et donc c'est un sentiment de familiarité, on est à l'autre bout du monde mais on connaît. Ça c'est du dépaysement, mais qui l'est pas tant que ça. C'est plutôt de voir en vrai ce qu'on a vu pendant des années via le dessin animé ou via les mangas. C'est dire genre ah ouais, en fait c'est vraiment comme ça en vrai. Donc moi ce qui m'avait marqué, c'était les immeubles et les maisons, et que ce soit les maisons japonaises telles qu'on s'y attend. Moi ce que j'adore, c'est voir le linge qui pend aux fenêtres avec ce qui en fait chez nous n'existe pas, mais en fait les séchoirs en fait qui sont intégrés quasiment à toutes les maisons. Et aussi les immeubles d'habitation, on voit vous rentrez, la porte d'entrée elle est à l'extérieur avec l'espèce de petits balcons, comme on voit dans tous les films, toutes les séries en fait, quand ils rentrent dans leur appartement miteux. Et ah ouais, mais en fait ça existe. Oui, d'accord, c'est vraiment comme ça le design des appartements, des immeubles d'habitation au Japon. Donc c'est la première chose qui m'a marquée en arrivant. Et après les fils électriques aussi, qui sont partout entortillés, alors que chez nous ils sont enterrés. Et ça aussi, c'est un truc très très marquant dans la production d'animés ou de mangas japonais. Ça, vous pouvez pas manquer les poteaux électriques. Là en vrai on voit, et c'est un sacré bordel. Donc tu as pas mal parcouru le Japon, comme tu le disais, de Tokyo vers l'ouest, puis le sud. Quel serait, si tu devais sortir un top 1 ou un top 3, enfin en tout cas tes endroits préférés du Japon après l'avoir pas mal parcouru sur cette partie Golden Route plus Kyushu? Ouais. C'est difficile de pas citer Kyoto. Même si aujourd'hui, là, j'ai pas remis les pieds depuis le boom touristique, donc il paraît que c'est devenu quand même beaucoup plus compliqué maintenant à parcourir, mais Kyoto est quand même une ville hyper agréable. Si vous avez la chance d'y aller, moi je conseille de rester quand même. La première fois que j'y suis allée, c'était une semaine juste à Kyoto et dans ses environs, ce qui permet d'avoir le temps de visiter, de pas avoir non plus des agendas de fous furieux. Le grand classique, ça je l'avais fait une fois, une journée en vélo, et franchement je conseille même plusieurs jours se balader en vélo dans Kyoto, c'est hyper agréable. Là en ce moment c'est vraiment la saison pour aller le long de la Kamogawa, donc la rivière, la grande rivière qui coupe Kyoto en deux, qui est très sauvage en fait, qui est assez étonnant pour un fleuve d'une grande ville. C'est le rendez-vous des pique-niques et des promenades en famille ou entre amis ou entre petits amis. Kyoto, ville extrêmement agréable. Ensuite, mon autre coup de cœur, donc qui est plus en dehors des sentiers battus, moi j'ai adoré Nagasaki. Et je sais que ça peut faire
peur aux gens de se dire qu'est-ce que je vais aller faire dans une ville qui a été bombardée par la bombe atomique. Et c'est pareil pour Hiroshima. C'est vrai que nous on avait fait Hiroshima, Nagasaki sur le même voyage et pareil les gens étaient genre mais vous êtes bizarre, pourquoi est-ce que vous allez là? Et en fait Nagasaki, c'est une ville, en fait la bombe a explosé au nord de la ville, donc au final le cœur de ville n'a pas été tant touché que ça par la destruction. Mais c'est une ville, je trouve déjà sa géographie est incroyable parce que c'est une ville extrêmement vallonnée. Donc c'est un peu San Francisco. Donc ça grimpe beaucoup à Nagasaki. Et comme c'est très au sud, en fait, il y a des palmiers. Donc c'est un peu, il y a un côté un peu tropical. En plus, moi, quand j'y suis allée, c'était au mois de septembre. Il faisait encore très chaud. Il faisait 35 degrés. Je me souviens qu'on suait comme c'est pas possible. Surtout quand il fallait monter, descendre. Et je sais pas, l'ambiance de la ville était vraiment cool, calme. Même si il y a le quartier chinois en journée, il se passe rien, tout est fermé, et la nuit, ça devient un peu le quartier des plaisirs. Donc il y a des néons dans tous les sens, il y a plein de bars, bon des endroits aussi un peu voilà, mais c'est très, ça prend une vie. Je me souviens, on l'avait visité d'abord en journée, tout était fermé, on se dit mais c'est quoi ce quartier? Et puis la nuit, voilà, ça se transformait complètement. Il y a des temples magnifiques. Et aussi, ce qui est intéressant pour nous, Européens, c'est que Nagasaki, c'était une des rares villes qui était ouverte aux missionnaires européens. Donc, il y a d'abord les Portugais qui se sont installés là, et ensuite les Néerlandais. Et en fait, la ville a gardé ses traces. Il y a des églises à Nagasaki. Il y a les traces, voilà, donc qui était avant l'île de Dejima, qui maintenant en fait est juste intégrée à la ville. Donc, on voit plus du tout que c'était une île à l'époque où les commerçants hollandais avaient le droit de s'installer, du coup, de faire commerce. Et en fait, voilà, d'un côté européen, c'est hyper intéressant de voir un peu les traces de quand nous sommes arrivés là, au Japon, dans cette toute petite partie du Japon. Après, c'est les Américains qui sont arrivés de manière un peu plus, avec leurs gros canons, beaucoup moins subtils. Mais voilà, c'est intéressant de voir un peu ces passages je crois que c'était au XVIe siècle. Et aussi, voilà, après, vous tombez sur des stèles en mémoire de missionnaires portugais qu'on a qu'on a balancé dans des volcans à l'époque où il y a eu la contre-réaction en se disant, mais en fait, non, on n'en veut plus des missionnaires catholiques. Et ouais, vous avez tombé là-dessus sur des stèles où ils disaient, bah ouais, on les a balancés dans le volcan. Voilà, et je trouve, voilà, d'un point de vue historique, c'est hyper riche, en fait, comme coin, Kyushu. Parce que c'est par là que sont arrivés les Occidentaux et ont essayé d'importer leur culture au Japon. Donc voilà, c'est vraiment un coin que je conseille. Et puis après, Tokyo, c'est aussi l'évidence, hein, mais c'est une capitale. Bon, oui, tout le monde le sait, c'est énorme, c'est très grand, mais ça reste étrangement à taille humaine, dans le sens où une fois que vous êtes sorti des énormes artères, vous faites juste 2 pas, vous êtes dans la rue d'à côté, et là vous êtes dans des rues très calmes. Avec que des immeubles que des petites maisons, des immeubles d'habitation. Et chaque quartier de Tokyo a une vibe très différente. Et franchement, moi, la première fois que je suis allée à Tokyo, je suis restée 10 jours. Et là, quand j'y suis retournée l'année dernière, j'ai fait des choses que j'avais pas eu le temps de faire la première fois. Donc, pour dire à quel point c'est vraiment une ville et ses alentours, qui sont vraiment riches à visiter. Donc ton premier voyage, c'était en 2012, 12 ans avant celui de l'année dernière. Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre un voyage au Japon de 2012 et un voyage au Japon de 2024? Et par extension, tu l'as abordé rapidement, mais comment on voyage aujourd'hui au Japon dans ce qu'on entend, alors c'est un petit peu l'épouvantail, mais le surtourisme? Alors pour l'aspect surtourisme, j'avoue que nous, quand on y est retourné l'année dernière, on l'a évité en se disant on va aller sur une région qui est moins fréquentée, donc qui est Kyushu. Effectivement, Kyushu, c'est vraiment pas le choix numéro 1. Généralement, quand on va au Japon, le choix numéro 1, c'est Tokyo, Kyoto. Donc ça c'est pour cette deuxième partie. Et c'est vrai que quand on avait été à Kyushu, on a fait une journée à Hiroshima, en fait, pour aller évidemment, le nom m'échappe, l'île Odin. Miyajima. Miyajima, merci. Parce que c'était le jour de mon anniversaire, et donc j'ai dit, j'ai trop envie de retourner à Miyajima. Allez, c'est grosso modo, il y a 1 heure de TGV entre Fukuoka et Hiroshima. Ensuite, voilà, le temps d'aller à Miyajima, ça met 1 heure de plus.
Et déjà, en arrivant à Hiroshima, à la gare d'Hiroshima, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Là, la gare était blindée de touristes américains et occidentaux, donc ça parlait français comme jamais, alors que à Kyushu, c'est surtout des touristes coréens qui sont là. Et donc là, on a compris, en arrivant à la gare d'Hiroshima, on dit « Ah ouais, d'accord, c'est donc ça le surtourisme ». Et quand on a pris le train pour aller jusqu'à Miyajima, pareil, moi j'étais collée contre la vitre tellement c'était rempli de touristes. Mais après, une fois qu'on arrive à Miyajima, là c'est bon, ça va mieux. L'île était suffisamment grande pour que tout le monde parte un peu à droite, à gauche. Donc là c'est bon, on ressentait beaucoup moins l'aspect surtourisme. Et à Tokyo, Tokyo c'est là où je l'ai ressenti. Parce que la ville est suffisamment grande pour quand même trouver des endroits sympas où il n'y a pas 10 milliards de personnes. Par contre, j'ai voulu passer rapidement à Shinjuku. Je voulais juste revoir le Godzilla à Shinjuku. Et mon Dieu, je suis restée 2 minutes, montre en main. Parce que le soir, mais c'est juste impraticable. Ce coin de Shinjuku, et là, en fait, c'est tout l'aspect du surtourisme que j'aime pas. Parce que on sent aussi que c'est rempli de gens qui profitent des touristes, un peu comme quand vous allez à la Tour Eiffel à Paris, quoi, et que c'est rempli d'arnaqueurs et compagnie. Là c'est à peu près la même ambiance, donc j'ai très vite fui. Mais heureusement il y a plein d'autres endroits à Tokyo et même les endroits très célèbres qui le nombre de personnes qui y vont, ça reste très raisonnable. Et donc sur ce qui a changé en 10 ans, c'est tellement plus simple. Maintenant de voyager au Japon par rapport à la fin des années 2000, du coup à la décennie 2000, parce que merci d'abord les Jeux Olympiques, parce que déjà vous pouvez payer par carte quasiment partout maintenant, et ça change la vie, parce que avant il fallait partir avec des liasses de billets, quasiment personne ne prenait la carte bancaire, c'était très très rare. Donc ça déjà, faire du paiement par carte quand même, ça soulage un peu. Et aussi, ce que j'ai trouvé, notamment à Tokyo, beaucoup plus de choses qui sont traduites en anglais, beaucoup plus dans le métro. Je trouve que la signalétique est devenue beaucoup plus claire pour se repérer. Et aussi, grâce au tourisme, maintenant, il y a quand même beaucoup plus de passes. Donc là, par exemple, à Tokyo, j'ai profité à fond des passes pour les touristes pour utiliser le métro à volonté. Donc, il y a notamment un pass 72 heures, que j'ai fait 2 fois du coup, qu'on peut acheter, faut l'acheter en ligne et après on le retire directement à certains guichets, certains distributeurs du métro. Et là, juste vous prenez plus la tête sur faut que je remplisse ma carte de transport. Juste vous passez à volonté. Et c'est pareil, en fait, il y a plein de passes pour les trains, de passes régionaux, donc pas le JR Pass, JR Rail, qui fait tout le Japon. Il y a aussi des passes régionaux, il y en a plein. Quand on était à Kyushu, j'en ai découvert tellement de passes pour les touristes. Par exemple à Kagoshima, pas à Kagoshima, Kagoshima. Il y avait un pass pour transport illimité plus le ferry pour aller au Sakurajima, donc l'énorme volcan qui est devant la ville, qui est hyper impressionnant. À Fukuoka, pareil, il y avait des passes de transport pour tout. D'autres qui c'était genre 24 heures ou 48 heures qui comprend les trains pour aller voir les principaux sites. Enfin, il y a une richesse de passes pour les touristes maintenant. Enfin, c'est hallucinant. Mais le problème, c'est que je trouve que l'information n'est pas forcément très accessible, facilement trouvable sur Internet. Moi, j'ai réussi à trouver tout ça, en fait, en épluchant les blogs de voyage. Et en disant tiens, il y a ça qui existe, tiens, il y a ça qui existe. Donc vous pouvez les découvrir. C'est en fait, il faut vraiment aller de manière proactive dans les offices du tourisme où là ils vont vous dire il y a ça qui existe, ou sinon faut faire ses recherches sur Internet. Mais je trouve que peut-être pour Kanpai qu'il y a des en tout cas je trouve qu'il y a énormément de passes locaux qui existent et qui simplifient vraiment la vie. Alors à quand le prochain voyage et quelle destination te manque-t-il? Alors pas dans ta bucket list, mais est-ce qu'il y a des destinations que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore eu la chance de parcourir au Japon? Maintenant j'aimerais faire Hokkaido. C'est Hokkaido, on aimerait beaucoup le faire. Plutôt pas en période hivernale parce qu'on n'est pas très neige. Mais non, j'aimerais beaucoup faire Hokkaido printemps-été. Parce que ça a l'air magnifique comme région, donc tout au nord du Japon, ça j'aimerais beaucoup.
Après, Shikoku, bon, je pense qu'on ira aussi un jour ou pas, mais je pense que là, pour le moment, c'est plus Hokkaido qu'on a en priorité. Mais j'étais très contente d'avoir fait Kyushu parce que c'est une région voilà qui passe un peu au second plan, mais qui est vraiment très sympa. Il y a pas beaucoup de tourisme. Enfin, il y a moins de tourisme qu'ailleurs. Donc, ce qui permet de faire un voyage très sympa et pas forcément besoin de voiture, même si voilà, on se prive de pas mal de sites incontournables, mais bon, voilà, c'est tellement compliqué maintenant d'avoir le permis international pour le Japon. Enfin, en fait, moi, ce qui m'a saoulé, c'est les nouvelles procédures, alors qu'avant c'était tellement simple de faire traduire son permis. On arrivait au Japon, on faisait ça en 2 secondes. Maintenant, voilà, faut passer par des agents spécialisés. Mais en tout cas, ouais, je pense Hokkaido, j'aimerais beaucoup. Tu pourras déjà commencer par Ghost of Yote c'est quoi, le 2 octobre, c'est ça, ils ont annoncé? C'est ça, ouais. Justement, en termes de saison, est-ce que, enfin, tu as la chance, j'imagine, de parcourir dans différents moments de l'année le Japon. Ouais. Est-ce que tu as une saison préférée? Par extension, est-ce qu'il y a un moment de l'année où tu souhaiterais découvrir le Japon sous une autre facette? Parce que le Japon a quand même, alors on parlait 72 micro-saisons, mais quand même 4 saisons très marquées, printemps, été, automne, hiver, qui changent complètement le décor. Est-ce que tu voudrais explorer aussi de manière temporelle ce Japon-là? Ah bah alors moi j'aimerais beaucoup faire la saison des cerisiers en fleurs parce que je l'ai jamais faite. Mais non, je l'ai jamais faite celle-là parce que bah c'est la période la plus chère. Clairement, c'est la période la plus chère et c'est la période où il y a plus de monde. Donc on l'a soigneusement évité. Mais j'aimerais quand même voir. Bon après, à Paris on arrive à se rattraper parce que bon il y a quand même pas mal maintenant de plus en plus de cerisiers dans cette ville. Donc voilà, on arrive à voir genre ah oui donc ça ressemble à ça. Il y a pas mal de spots. J'en ai découvert un pas très loin de chez moi dans le 20e arrondissement. Il y a une rue où il y a plein de cerisiers en fleurs. Voilà, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Donc ouais, ça j'aimerais beaucoup faire. Et après, j'aimerais bien faire vraiment le cœur de l'automne. Parce que moi, la première fois que j'y suis allée, c'était au mois de décembre. Donc la période des momiji était quand même passée. Il restait quelques arbres encore rougis, mais plus tant que ça. Et ça, j'aimerais vraiment ça, ouais. Peut-être encore plus vraiment quand c'est vraiment flamboyant. Ça, j'aimerais le faire. Je l'ai fait en Corée et c'était déjà magnifique. Donc j'aimerais beaucoup le faire au Japon. Dernière question de cette interview. Est-ce que tu pourrais vivre au Japon et que la réponse soit positive ou négative? Pourquoi? Ça dépend. Alors déjà, non, clairement non, parce que je parle pas la langue. Et je pense que clairement, le Japon, si on parle pas japonais, c'est dur. En tant que touriste, on s'en sort très bien. Mais après, voilà, faut accepter que les interactions n'iront pas plus loin que bonjour, merci, au revoir. C'était très bon. Et ça, bon, voilà, quand on aime bien parler avec les gens, c'est très frustrant. Notamment parce que mon mari lui parle beaucoup mieux. Alors, il est pas bilingue, mais il parle quand même largement mieux japonais que moi. Et donc, quand je le voyais lors de notre dernier voyage, discuter un peu avec les gens dans les bars, et moi, il y avait juste quelques mots que je captais, mais bon, voilà, on se sent quand même très vite exclu parce qu'on comprend rien. Donc oui, je pense que, généralement, pour moi, vivre dans un pays dont on parle pas la langue, c'est quand même hyper compliqué. Et aussi, voilà, après, je fais un peu le distinguo entre le Japon en tant que touriste, qui est absolument génial. Enfin, c'est vraiment un pays où vous allez faire des voyages vraiment, à peu près, il va rien mal se passer. Enfin, tout va bien se passer, ça va être beau. Tout va être bien organisé, vous allez vous sentir en sécurité. Enfin voilà, c'est les poncifs habituels du Japon, mais c'est vrai, c'est vraiment très agréable de voyager là-bas. Après, voilà, je sais que dans la vraie vie du quotidien, quand on vit vraiment au Japon au quotidien, c'est pas la perfection non plus, il y a plein de problèmes. J'ai pas mal d'amis expatriés, donc voilà, je sais à peu près comment ça se passe, et je sais par exemple travailler au Japon. No way. No way. L'entreprise à la japonaise, je pense que je pèterai un câble très vite. Donc voilà, après voilà, si une fois je sais pas, par exemple partir 1 an, bon même si maintenant je vois pas trop comment ça pourrait arriver, mais partir 1 an, voilà, sur une durée limitée, oui, enfin j'irais à pieds joints si j'avais cette opportunité, mais pas m'installer à long terme. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs de Kanpai? Aller au Japon. Franchement, pour le voyage, comme je vous disais, c'est vraiment une destination top. Les billets d'avion, mine de rien, commencent doucement mais sûrement à baisser.
Et puis là, en ce moment, en fait, on est quand même dans une période bénie en tant qu'Européens, c'est qu'avec le yen qui est quand même très, très, très peu cher. Là, mes 2 derniers voyages, on a vraiment pu se faire plaisir. Donc ça, c'est quand même... voilà, faut voir, ok, on va peut-être dépenser beaucoup en billets d'avion, mais sur place, ça va. Même si les logements peuvent rester un peu chers parce qu'ils ont adapté les prix aussi au fait que maintenant les touristes étrangers ont beaucoup de pouvoir d'achat. Mais sur les restaurants, les loisirs, vraiment, il y a plus vraiment à hésiter. Sur place, quand on fait le calcul, on se dit en fait, on a quasiment rien dépensé. Ou même, en fait, pour les souvenirs, toutes les petits achats qu'on va faire, on peut vraiment se faire plaisir. Donc profitons-en tant que ça dure. Parce que j'ai connu aussi le Japon où le taux de change n'était pas favorable et là c'est beaucoup moins drôle. Et puis même si c'est évidemment il faut aller à Tokyo, il faut aller à Kyoto, mais il faut pas hésiter aussi à un peu sortir des sentiers battus. Et ce que je conseille, c'est ce que je comprends l'envie de se dire je veux tout voir. Donc on va aller là. Et au final, on reste une journée ou 2 par ville. Et au final, on n'a pas vraiment le temps. Je conseille plutôt de faire sur des durées plus longues, de rester plus longtemps, se restreindre à une région. Et rester 1 semaine, 10 jours, mais du coup, vraiment prendre un bon hub qui va permettre d'aller à droite, à gauche, mais de rayonner sous moins d'1 heure. Parce que franchement, passer ses vacances dans le train, c'est pas drôle, quoi. De se dire, on va parcourir, on va faire 25 villes en 2 semaines. Non, c'est pas possible. Donc, profitez, restez dans la même région et puis surtout, imprégnez-vous de ce pays et c'est formidable. J'ai envie d'y retourner, merci. Merci beaucoup Chloé pour ton temps, pour ton partage d'expérience, c'était très intéressant. On peut te retrouver sur Le Figaro, donc rubrique médias et tech, à la fois en écrit et puis en audio, podcast. Je te souhaite encore de beaux voyages au Japon à venir et puis je te remercie encore pour ta présence. De rien, merci beaucoup. Merci, à bientôt sur Kanpai. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.